bien, l'économie nationale se porterait aussi mieux. Ce qui veut dire que la santé des uns et des autres concourt au bien-être de tous. Et si nous parlons de la santé, nous pouvons nous pencher sur la société civile qui joue un rôle très important dans cette lutte de permettre à tous de bénéficier d'une prise en charge, en l'occurrence chez les accidentés. La FIA TV, pour ce numéro de Parlons Emploi, a reçu pour vous le président de la FED ONG de sécurité civile, M. Michel. Bonsoir, cher monsieur. Bonsoir, monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci. Vous êtes bien sûr sur la FIA TV, le numéro 1 de l'employabilité en Afrique. Le thème, objet de rencontre de ce soir, s'intitule l'appui de la société civile dans la prise en charge des accidentés en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Alors, cher monsieur, oui, vous êtes le président d'une ONG. Présentez-vous un peu plus amplement et dites-nous le rôle ou l'objectif que joue votre ONG dans le domaine de la santé. Je me nomme d'abord monsieur Michel Mans, ancien séminariste du petit séminaire de Mans, des années 75 à 78. J'avais pour vocation d'être prêtre de Jésus-Christ. J'ai retenu ma vocation et je vais servir Dieu à travers cette ONG. Et cette ONG a été créée en 1985. Et ça a été agréé par l'État en 1994. Au départ, cette ONG assurait la prise en charge ici des enfants en situation difficile. Malheureusement, les tests de loi n'existaient pas encore en Côte d'Ivoire pour protéger tous ceux qui encadrent ou qui assistent les enfants en situation difficile. Donc, il était question maintenant de changer d'objectif et de promouvoir plus la santé. Ainsi, notre ONG a développé les soins préventifs, les soins curatifs et installé les médecins, les infirmiers sur tout le territoire national. Et cette histoire nous a donné un peu plus d'expérience. Bon nombre d'étudiants en fin de cycle qui viennent à l'ONG ont été encadrés. Aujourd'hui, sont des médecins, commissaires de police, sont aujourd'hui des médecins directeurs départementaux de santé, des programmes de santé publique, le CHU, le CHR. On a pas mal d'expérience dans ce domaine. Il y a aussi des jeunes qui ont fait la criminologie. C'est chez nous, ils venaient faire leur expérience. Aussi ceux qui ont fait le droit, les juristes, qui sont devenus aujourd'hui des magistrats. Donc, on a une grande expérience dans ce domaine. Donc, plus de 33 ans d'expérience. Comment encadrer les jeunes, comment aider les jeunes à pouvoir s'insérer dans la société, comment aider, pousser l'État à créer des circuits d'emploi des jeunes. Nous avons une grande expérience dans ce domaine. Voilà un peu pêle-mêle ici les activités globales de l'ONG. Mais compte tenu du phénomène de crise qui s'est développé en Côte d'Ivoire depuis la guerre, il fallait mettre en place des structures de prise en charge des victimes. Et cela nous a beaucoup interpellés. Et depuis 1987, d'abord ça a commencé. J'ai été victime d'accidents en circulation à la mairie du Yopougon à 2 h du matin. Vous étiez en voiture ou bien? Non. L'affaire a été créée d'abord en 1985. Et comme il n'y avait pas de moyens, il fallait s'occuper. Donc j'animais, j'ai passé une émission de Radio Côte d'Ivoire avec le jeune Paul Lecuy, qu'on appelle émission Radio Vacances. On était à pleine répétition à la mairie du Yopougon. Et il y avait une pause à 2 h du matin. Donc on venait au bord de la route là, pour un peu d'air. Une voiture à des jeunes, donc on a laissé carrément la route, sont venus ramasser, rentrer dans le mur de la mairie. Et les pompiers de Yopougon nous ont évacués jusqu'au sud de Cocody. Arrivé là-bas, j'ai vu des gens qui rendaient l'âme dans le bain de sang, à même le sol. Ça m'a choqué. J'ai dit, je n'ai plus besoin de soins. Je veux savoir pourquoi les gens meurent sans assistance. Mettre en place un mécanisme d'accès aux accidentés. Depuis 1987, toute l'histoire parle de là. J'ai fait des études, des enquêtes auprès des services étatiques, des différentes structures, pour voir quel mécanisme mettre en place pour apporter assistance aux accidentés. Voilà où tu t'es parti. Aujourd'hui, sans vous flatter, j'étais même l'initiateur ici de beaucoup de structures en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle le Fonds de garantie automobile.
C'est-à-dire que le code CIMA, qui est le code des assurances, prévoyait à son article 274 alinéa 5 que lorsqu'une voiture est assurée, l'assurance prend en charge les victimes. Mais lorsque l'assurance ne prend plus en charge la victime, c'est-à-dire qu'une voiture assurée, ça prend fin à minuit. Il y a eu un accident à 1h du matin. Les victimes sont plus en charge par l'assurance de la voiture. Et qui prend en charge? C'est le fonds de garantie autonome qui prend en charge. Donc j'ai approché le ministre des Affaires sociales dans le temps, Mme Jeanne Poumon, par l'intermédiaire de son service juridique, pour voir quel mécanisme faut-il mettre en place pour apporter assistance aux accidentés lorsque la voiture n'est pas assurée. Comme le code CIMA, qui a été validé par l'État du Côte d'Ivoire, existait, mais qui n'était pas mis en application, j'ai demandé au ministre de me céder sa salle de conférence de son cabinet pour inviter les services juridiques de différents ministères, de 22 ministères, et les assureurs eux-mêmes, et puis les services de secours, tels que les pompiers, l'Office national de protection civile. Tous ces corps ont été invités à cette table ronde, même les mairies, les agents de la police et la mairie. Et c'est au cours de cette rencontre, j'ai demandé qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a un accident et que la voiture n'est pas assurée. C'est un peu embêtant, mais comme je connaissais cet article, j'ai évoqué cet article du code CIMA, le code des assurances, l'article 214 alinéa 5. Et j'ai demandé à l'État, l'État a validé le code des assurances, mais que ce code soit mis en place intégralement, soit appliqué dans son intégralité. C'est ainsi maintenant que la direction des assurances du ministère de l'économie et des finances a pris acte avec les assureurs qui sont originaires d'association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, les ASI, et le fonds a été mis en place. Malheureusement, aujourd'hui, ce fonds est géré par l'État. C'est un fonds privé, c'est un dysfonctionnement. Donc, ma bataille aujourd'hui, que ce fonds soit retrocédé au civil pour une véritable prise en charge des accidents. De façon ramassée, voici une petite histoire de l'affaire au niveau de la sécurité civile. Mais, pour entrer en profondeur de notre sujet, quand on parle de prise en charge, soit des victimes d'accidents. Avant que vous n'entriez dans la profondeur du sujet, comme vous venez de le dire, j'aimerais vous demander, est-ce que vous êtes sur tout l'étendue du territoire, comme vous l'avez dit? Parce que vous avez évoqué le cas de Lupougon, vous avez évoqué le cas de Cocody et tout. Est-ce que vous êtes sur toute l'étendue du territoire? Oui, aujourd'hui, l'affaire ONG a au moins 200 structures sanitaires en Côte d'Ivoire, sur toute la Côte d'Ivoire. Donc, je connais toute la Côte d'Ivoire comme la peau de ma main. Et l'affaire de la Côte d'Ivoire, et d'ailleurs, je m'amène, c'est l'affaire de 2 pays, naturellement. Dans quel pays, par exemple? Bon, Guinée-Bissau, les îles Comores, et ainsi de suite. C'est l'Afrique maintenant aussi, Tchad, Madagascar, ainsi de suite. D'accord. Ok, alors, parlons de prise en charge, parce que vous l'avez abordé tout à l'heure, parlons de prise en charge. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de la prise en charge? Bon, il faut dire qu'il y a d'abord une difficulté à ce domaine, au plan juridique. Et quand on parle de prise en charge des victimes d'accidents, des sinistres et catastrophes, c'est un domaine qui relève de la sécurité civile. Malheureusement, cette sécurité civile n'est pas connue en Côte d'Ivoire et n'est pas appliquée. Il n'y a pas de loi dans ce sens. Ça pose problème. Mais en Côte d'Ivoire, on parle plus de protection civile. En fait, c'est quoi la protection civile? La protection civile ici, c'est l'ensemble des missions de secours pour apporter assistance à une population donnée. Mais qui met en place cette politique de protection des populations? C'est la sécurité civile. C'est quoi la sécurité civile? La sécurité civile, c'est l'ensemble des mécanismes juridiques et institutionnels que l'État met en place pour pouvoir apporter assistance aux victimes. C'est-à-dire, le mécanisme juridique, c'est les lois, les décrets, les dispositifs de secours, les plans de secours, etc. Les mécanismes institutionnels, c'est les services de police, les pompiers, les gendarmeries, la presse, la santé, ainsi de suite. L'État met en place ces mécanismes. Mais lorsqu'il y a un événement, ces mécanismes sont mis en branle pour pouvoir apporter assistance. C'est ça qu'on appelle la protection civile. Donc, la sécurité civile est une fonction régalienne de l'État. L'État n'a pas de structure de police, de gendarmerie, de presse et autres. La protection civile, c'est tous ces mécanismes avec les associations de secouristes, comme les associations de protection civile, ou encore les associations de sécurité civile, en accord avec l'État qui apporte assistance aux populations en danger. C'est ça la protection civile. En fait, l'histoire c'est quoi?
je prends le cas de la France qui est notre modèle. Depuis 1716, en France par exemple, le secours était animé par les civils en France. C'est en 1810, lorsque l'ambassade d'Autriche fut incendiée et la belle-sœur de l'ambassade d'Autriche fut décédée en incendie, que Napoléon Ier, qui dirigeait la France à cette époque ici, a pris la décision de militariser ce corps et confier ce corps au génie militaire. Et depuis 1810, le génie militaire a commencé à prendre en charge ici le secours. Mais les civils ont toujours existé. C'est pourquoi jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, en France, il y a 2500 pompiers militaires et marins. Il y a plus de 250 000 pompiers civils qui existent en France. Revenons à Côte d'Ivoire. Avant les indépendances, l'ère coloniale, les colons avaient cette habitude de ne pas voir leur maison incendiée. Donc ils ont formé des civils pour protéger leur domicile. Et c'est les civils. On appelle là les bénévoles communaux de secours. Et ce n'est qu'en 1914, heureusement 1914 là, que ça a été militarisé. Comment? Parce que le taux d'accident était très élevé en Côte d'Ivoire à cette époque. Quand on voit le nombre de véhicules qui circulent et le nombre d'accidents, quand on fait la proportion, le taux est élevé. Donc le gouvernement a pris une décision pour pouvoir militariser ce corps en 1914. Donc, voilà un peu l'histoire. Malheureusement, les civils ont disparu carrément. Parce que c'est les coopérants français qui venaient encadrer les pompiers, les secouristes communaux à l'ère coloniale. Mais ça avait cher à l'État de Côte d'Ivoire. Maintenant, comme ça a été militarisé, l'État ne se passait plus. C'est l'État qui formait et qui assurait le secours. Donc les civils ont tout à fait disparu. Donc il faut que les civils reprennent leur position de la prise en charge de la santé. Vous savez, aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène qui se produit. Il y a deux grandes crises. D'abord, la gestion des crises ici relève de la sécurité civile. Mais quelles sont les crises qu'on gère? Les crises d'accidents, des sinistres, des catastrophes. Et le manque d'emploi aux jeunes diplômés est une menace ici, la cohésion sociale. Et en plus, il y a les conséquences d'actes terroristes. Voilà, c'est une crise qu'il faut gérer. Parce que la crise de l'emploi des jeunes diplômés est un gros phénomène. Or, lorsqu'il y a terrorisme, les victimes, c'est les civils. Alors, parlons de la recherche de l'emploi des jeunes. Alors, est-ce qu'il y a une prise en charge spécifique pour ces jeunes-là dans la recherche de l'emploi? Oui, il y a des possibilités, c'est possible. Mais il faut une volonté politique. Il faut une volonté politique et l'État ne peut pas tout faire. C'est pourquoi l'État autorise les ONG. Malheureusement, les ONG sont mieux connues en Afrique ou encore sont mal appréciées en Afrique. Parce que les structures publiques considèrent les ONG comme des concurrents. Parce qu'une ONG a pour mission d'appuyer l'État. C'est-à-dire que l'État a le droit de faire telle activité, mais l'État ne peut pas tout faire. Je prends le cas, par exemple, des structures sanitaires. L'État a obligation, d'abord l'État est garant de la vie des populations. Donc l'État a obligation de créer des infrastructures dans tous les quartiers, dans tous les villages. Mais l'État ne peut pas. Ça c'est impossible. Donc il faut se faire appuyer par les ONG. Voilà le rôle d'appui. Maintenant, les ONG, je vous coupe la parole, les ONG très souvent disent évoluent avec leurs propres fonds. Est-ce que c'est la même chose à votre niveau ou bien vous avez des subventions venant de l'État? Non. Logiquement, une ONG, c'est une association. Mais de type particulier. Les gens qui s'associent, qui mobilisent les moyens à leur propre niveau pour réaliser des activités afin d'aider l'État à accomplir la mission de l'État. Peu importe la couleur de celui qui est au pouvoir, une ONG est apolitique. Si c'est Pierre qui est au pouvoir, c'est Paul qui est au pouvoir, c'est André qui est au pouvoir, il faut qu'appuyer le programme de gouvernement de celui qui est au pouvoir. Sinon, une ONG. Donc, c'est eux qui mobilisent leurs propres moyens pour apporter secours et assistance aux populations dans le cadre de leurs objectifs. Maintenant, quelles sont leurs ressources? C'est les fonds propres, les cotisations, les adhésions. Maintenant, les produits de leurs activités, c'est que leur confère. Je pense par exemple, un médecin ou un infirmier qui sort de l'IFAS, il faut passer le concours pour aller intégrer à fonds public, c'est difficile, s'il n'a pas de connaissances, ça pose problème. Mais c'est un diplômé. Il peut créer une structure sanitaire, mais il n'a pas les moyens.
Donc, faire appel à l'imagination. Il peut prendre contact la tâche d'une communauté villageoise, par exemple. La communauté peut leur donner une maison, mais lui donner une maison pour faire une suite sanitaire. Il peut approcher le district sanitaire pour qu'on puisse lui donner des médicaments, ou les délégués médicaux pour avoir les médicaments. Et avec ce peu de moyens, il peut démarrer. Maintenant, il a une pharmacie, ça engendre des ressources. S'ils sont en association, ça les aide à pouvoir avoir assez de ressources. Donc, sans forcément l'État, on peut avoir des ressources. Et l'État n'a pas de moyens. L'État, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. C'est un groupe qui dirige l'État. C'est la nuance qu'on ne fait pas souvent. Quand on dit l'État, on pense que c'est ce qu'on voit. Non. C'est les gens qui dirigent. On a mis les gens pour nous diriger. Mais ce n'est pas qu'on suit l'État. Ils sont comme les employés de l'État. Hein? Oui. L'État, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Ce sont les collaborateurs aussi. Donc, l'État n'a pas de moyens. L'État a des contraintes budgétaires. Premièrement, le budget ne suffit pas pour réaliser, tous les problèmes de la nation. L'État a des contraintes juridiques. L'État a signé des conventions avec les organisations internationales. Or, les lois internationales sont tous sur le droit national. Donc, l'État est confronté à d'autres problèmes. Il y a les crises de délinquance juvénile, les crises de criminalité. Il faut gérer rapidement, mettre les bailleurs de fonds en confiance, les investir en confiance pour que le pays se développe. Donc, pour gérer ces crises, il faut des moyens. Et la réalité est là. Il faut des infrastructures. Le pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, notre ressource, c'est l'agriculture. Le pays de rente, c'est le café cacao. Mais s'il n'y a pas de route, le produit reste en brousse. Donc, il faut faire des routes. Il faut de gros moyens. Donc, c'est des macro-projets. Les micro-projets ici sont animés par les ONG. Maintenant, il y a les fonds des ambassades pour les ONG. Si tu es une ONG humanitaire et tu as l'agrément de l'État et que tu as des conventions avec l'État, et l'État te concède un peu son pouvoir, tu peux demander un financement au niveau des ambassades. Et quand on n'a pas ces fonds, les fonds repartent chaque année. Ah, parce que vous ne les utilisez pas. Ce n'est pas demander, les fonds repartent. Mais les ONG ne demandent pas ces fonds-là. Oui. Mais pour demander, il faut être crédible. Il faut être crédible. Ça veut dire qu'il y a des ONG qui ne sont pas crédibles. C'est ce que vous voulez dire par là. Non, c'est pas ça. C'est la méconnaissance des ONG. Parce que nous, ONG, pas crédible, il ne faut pas l'attache des pouvoirs publics pour travailler. Si les services de l'État vous conseillent comme les concurrents, au moins les partenaires, il ne faut jamais évoluer. Et c'est ça, c'est le dilemme qui est là. Tu vois, les jeunes ne peuvent pas s'exprimer. Ils ont bien. Vous voyez, un jeune intellectuel, lorsqu'il a le diplôme, il ne peut pas s'exprimer, il est frustré. Lorsqu'il est frustré, il se livre à tout. Mais il faudrait qu'on lui donne la facilité. Il n'a pas demandé un emploi, aller à travers le monde public, mais lui-même, il veut ça, il veut se réaliser. Mais on lui fasse pas la tâche, ça pose problème. D'accord. Est-ce que l'affaire est vue comme un concurrent aujourd'hui par le gouvernement? Oui, écoutez, 33 ans, hein. D'abord, un agrément. Pour avoir un agrément, vous faites les statuts, le intérieur, le PV, tout, déposé au ministère de l'Intérieur. En 3 mois, la loi donne droit d'avoir l'agrément. Mais j'ai mis 9 ans. 9 ans. 9 ans, c'est pas 3 mois, j'ai mis 9 ans. C'est comme à 3 mois, j'ai mis 9 ans. Et en plus, on m'a traqué, on m'a arrêté. Mettre en prison, on passe par là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi est-ce que je vais aider l'État? J'ai quel moyen? Il ça 2 ou 3 fois. Mais, comme le Seigneur est avec toi, et c'est une nation humanitaire, tout ce qu'il faut, c'est en vain. Donc tout cela ne va pas, pas quand même amener à baisser les bras, à abandonner ce projet, mais vous avez persévéré. Il faut persévérer. Il faut avoir foi à ce qu'on fait. Il faut persévérer. Il faut dénigrer et on fait. Mais si tu n'as pas foi, ce n'est pas la peine. Un jeune qui veut réussir, s'il ne se bat pas, ce n'est pas possible. La vie, c'est la lutte. La lutte de tous les jours. Lorsqu'il n'y a plus de lutte, c'est la mort. Quand il attend, il n'y a plus de problème. Mais tant que tu vis, il faut lutter. Il faut s'exprimer. C'est quoi on dit souvent dans la Bible? C'est le violent qui s'encapare du royaume des cieux. Il faut se battre. Donc, les jeunes ont la possibilité. Les jeunes sont pleins de vigueur. Ils ont l'intelligence, ils ont la sagesse. Et encore, la nouvelle technologie donne droit aux jeunes ici de développer tout le monde. Mais il faut oser. Parce que l'écrit dans la parole de Dieu demande, on te donnera. Cherche, tu trouveras. Il faut oser, on t'ouvre la porte. Donc, ça c'est un appel aux jeunes. Il faut oser. D'accord. Alors, parlons de la prise en charge. Est-ce que vous travaillez avec les assurances, avec les maisons d'assurance?
Les assurances, il faut dire que les assurances sont quand même ouvertes. J'ai fait une étude, une enquête, depuis 1987, de l'accident. Oui, c'est en 2009, j'ai approché la Cour suprême. J'ai demandé à la Cour suprême de me donner un avocat. Parce que c'est pour aider les accidentés. Je me suis rendu compte que un avocat n'a pas le droit de faire une publicité. C'est les victimes qui doivent aller vers l'avocat. La même loi dit que pour aller chez un avocat, il faut ouvrir un dossier qui est de 300 000 francs. Et ça, c'est un minimum. Attends. Un individu qui n'a pas demandé à faire un accident, qui souffre, qui est meurtri, qui n'a même pas mangé, il va te 300 000 francs pour ouvrir un dossier chez l'avocat. Ça pose problème. Donc, j'ai approché l'État pour dire, mais est-ce qu'il n'y a pas d'assistance aux accidentés dans le service? Effectivement, ce bureau existe. Le bureau d'assistance judiciaire existe au ministère de la Justice. Qu'est-ce que ça dit? L'État prend des avocats, c'est l'État qui paye les avocats pour apporter assistance aux populations indigentes. Mais tout le monde est indigent. L'État aura quel moyen pour payer les avocats? Donc, ce service existe vraiment. C'est difficile. Mais j'ai demandé à l'État du Côte d'Ivoire de me donner un avocat. Et l'État m'a donné un avocat, Maître Koubel Songalo, en 2009. Le monsieur est très généreux. Il dit, bon, les assurés n'ont pas d'argent. Il dit, c'est sa contribution. Mais qu'est-ce que vous faites? Tu prends un avocat, il faut payer son droit. L'avocat est indemnisé par les assurances. Sur la volée d'indemnisation, l'avocat doit à 30%. Parce que la loi prévoit. Mais pour ouvrir le dossier, il faut payer 300 000. Donc, comme la victime n'a pas d'argent, je me porte garant. J'ai fait les fiches d'assistance aux accidentés. Il légalise, c'est que dès qu'ils sont indemnisés, il doit rembourser un avocat. C'est ce que j'ai fait. Je me mets à la mairie de Pougon de me signer un arrêté municipal et de mettre les services de la mairie à ma disposition. C'est que la radio de Pougon, bien sûr, service social technique à ma disposition. Enfin, il y avait des journalistes qui étaient vraiment, tout le monde était mobilisé. Et on a réussi cette mission. On a lancé la publicité, on a lancé l'appel. Les gens sont venus massivement, ils nous 105 francs, ils ont déposé le dossier, ils ont été assistés par Maître Koubel Songalo et beaucoup ont été indemnisés. Et Maître Koubel Songalo m'a demandé, mais quelle est ta part? J'ai fait une étude. Si je mets l'argent devant, je n'ai pas réussi. Parce que c'est un business finalement. Donc je veux comprendre le mécanisme si c'est réalisable. Et ça a été réalisé, c'est réalisable. Ils ont été indemnisés. Donc c'est possible. Le problème ne se pose pas au niveau des assureurs. Le problème se trouve au niveau des systèmes. Que se passe-t-il? Vous voyez, quand vous voyez dans tous les quartiers, dans toutes les communes aujourd'hui, il y a des véhicules comme le Woro, les taxis comme nous, banalisés, et qui n'ont même pas de visite technique ou ni d'assurance. Soit ils prennent des assurances, n'ont pas de visite technique. Mais quand il y a un accident, l'assureur ne peut pas couvrir. Si la voiture n'a pas de visite technique, effectivement, ça fait un accident. Quand tu prends une assurance, ça n'a pas de sens. En fait, ils prennent des assurances pour se faire couvrir par les forces de l'ordre. Et tous les soirs, c'est les forces de l'ordre qui vont raqueter, prendre une enveloppe, que ce soit la police, la gendarmerie, tous les soirs. Mais lorsqu'il y a un accident, la victime va vers l'assureur pour se faire indemniser ou pour se faire rembourser les frais médicaux. Parce que le COSIM a dit à son article 258 que tous les frais de santé sont remboursés à 100% par l'assurance de la voiture qui a été mise en cause. Mais s'il n'y a pas de visite technique, même que tu payes une assurance, ça n'a pas de sens. C'est quoi dire que les assureurs ne veulent pas indemniser les gens? En fait, ce n'est pas ça. C'est le mécanisme qui est là, le système qui est là, qui fait que les assureurs ne peuvent pas débourser de l'argent inutilement. Il faut être dans le droit. Non, mais c'est parce que le système est corrompu. Justement. Corrompu que beaucoup d'accidentés se trouvent sans être indemnisés. Effectivement. Non seulement sans être assistés. Sans être assistés. Et en plus indemnisés. Et l'autre problème encore, c'est le manque de mobilité. D'abord, les services de police judiciaire, qui font les constats d'accident, même pas de véhicule, pas les sur le terrain. Même pas de moyens pour acheter des papiers, faire les PV. Il faut un PV pour aller réclamer pour se faire indemniser. Donc, ils sont obligés de réclamer 10 000 francs par victime. Or, le conseil m'a dit que c'est gratuit. Mais s'il n'y a pas d'argent, il ne peut pas travailler. La victime ne peut pas avoir son PV pour se faire indemniser. Vous voyez? Voilà.
Donc les services de sécurité hein, sont obligés d'être en porte-à-faux avec la sécurité. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est le contenu budgétaire. Donc il appartient aux ONG de mettre des mécanismes pour aider l'État en ce sens. Il faut les bailleurs de fonds pour financer ce genre de programme. Car l'État ne peut pas tout faire. C'est la réalité. Il y a les services de prise en charge. C'est-à-dire que le SAMU, service d'aide médicale urgente, là c'est le ministère de la Santé. Mais le SAMU est limité sur Kabylia. C'est maintenant qu'on vient d'ouvrir le SAMU à Yamsoukro, à Kologo et autres. Sinon en France, dans tous les départements, il y a le SAMU. C'est un organe de régulation de la chaîne médicale de secours. Comment ça se passe? Lorsqu'il y a un accident tout à l'heure, à un point A, sur le point A, le lieu point A, la pré-échelle commence par là. On appelle la pré-échelle pré-hospitalière. Donc, les médecins urgentistes qui sont là, eux, les infirmiers, font les premiers soins. Et le médecin qui régule dans la chaîne de secours ici, maintenant appelle l'hôpital le plus proche pour pouvoir recevoir la victime. Et appelle l'ambulance pour évacuer. Et pendant l'évacuation, la victime est prise en charge. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement sur le terrain? Quand il y a un accident, d'abord l'appel est tardé, les secours répondent tardivement aux appels médicaux. Et encore, il n'y a pas de soins pendant l'accident et ni pendant l'évacuation. Qu'est-ce qui est à la base de ce phénomène, de cette négligence en Afrique? Du fait qu'il n'y a pas de SAMU et puis les policiers n'ont pas de véhicule et puis l'assistance tarde à être faite. Alors, qu'est-ce qui est à la base? Les causes sont, les facteurs sont multiformes. D'abord, si je veux entrer un peu dans le cadre même de la politique, même ici, des pouvoirs publics, vous savez, un pouvoir public, quelle que soit sa couleur, est cautionné par une puissance financière. Donc, lorsque le pouvoir public est mis en place, la puissance financière maintenant revendique son droit. Je t'ai financé, en retour, je veux que tu fasses ici, cela. Donc, il devient comme un robot. Et il va contre même la volonté du peuple, les financiers. Ils n'ont pas des sentiments, les financiers. Et maintenant, quand tu vas t'opposer, c'est là maintenant que tout arrive. On cherche à t'éliminer, à t'enlever. Parce qu'il y a trop en Afrique. En plus, lorsque le sous est très riche, et comme les puissants étrangers, les grandes industries étrangères veulent exploiter vos matières premières, ils créent pour nous un conflit pour exploiter vos matières premières. Mais s'il y a des troubles dans le pays, quel gouvernement qui peut développer sa nation? C'est impossible. Donc voici, au plan politique d'abord, les difficultés. Maintenant, au plan organisationnel, il y a la corruption. Les services sont corrompus. Tout le monde veut avoir le mieux-être. Et encore, on s'est dit qu'on est là pour le temps. On ne sera plus là. Donc, il faut profiter au maximum. Il faut panier à l'étranger. Voilà, prendre ça comme oui. Dans des générations, il faut préparer l'avenir. Ceux qui viendront, la vie va continuer. On ne peut pas tout résoudre. C'est la mentalité. Vous savez, tout développement d'une nation se repose sur trois principes. Premièrement, il faut la reconversion de la mentalité du peuple. Deuxièmement, il faut promouvoir les services des biens pour la consommation locale. Troisièmement, il faut promouvoir les œuvres humanitaires. Si les trois facteurs sont développés, il y a le développement. Si vous consommez ce que vous produisez, vous n'avez pas besoin d'être en la main ailleurs. Est-ce que vous voyez? Mais si on change la mentalité, il faut qu'on se batte, qu'on peut le laisser en main. Effectivement, il n'y a pas de chômage. On va travailler. Elle travaille. Il y a l'âge en Côte d'Ivoire. J'ai fait une enquête un peu sur le café en Côte d'Ivoire. Faire comprendre le mécanisme. Pourquoi la Côte d'Ivoire est le premier pays dans tout le monde entier producteur de cacao et les paysans vivent contre la mort pour la survie? Je ne comprenais pas. J'ai fait mes enquêtes, je suis sur le terrain, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Tout simplement, ça a mis mes ventes, le trafic illicite de nos produits agricoles. Ça fait que, là c'est un trafic illicite des produits. On va vendre nos produits dans d'autres pays. L'État n'a plus de recettes. On appelle la fuite des capitaux. En plus, ceux qui achètent les produits ne sont pas les vrais acheteurs, c'est les intermédiaires. L'État a fixé un prix, soit à 700 francs ou à 1000 francs le kilo. On achète au paysan, le paysan a un problème de survie. Sa femme doit accoucher, soit d'être opérée par césarienne, ou l'enfant doit mourir, il est très malade. Il n'a pas d'argent, il a une mutation. Il demande de l'argent, on lui prête 200 000, 300 000 francs. Bon, on achète à 300 francs le kilo, mais il n'a pas de choix, il accepte.
Les gens achètent des produits. Oh, l'État a prévu. Si l'État fait ce kilo de cacao, par exemple, à 1000 francs, quand tu vas à l'usine, il y a 1080 francs. C'est ça. L'État met en place 80 francs que l'usine doit donner. Mais celui qui achète à 500 francs, eux, le 1000 francs d'abord, il gagne par kilo. Et je vous dis 1 franc. Il n'y a pas dit 5 francs, il dit 1 franc. C'est l'argent cacao. Pour 1000 tonnes, ça fait 1 million. 1 franc. Donc, on est assis sur l'argent. Mais il faut organiser. Il faut bien gérer. Et les paysans, il faut qu'ils sachent leurs droits. Mais il ne faut pas que les gens connaissent leurs droits pour qu'on puisse les exploiter au maximum. Voici le problème. Donc il y a l'argent qu'on doit, il y a la possibilité. Et puis bon, c'est dommage, la mauvaise gestion des ressources que nous avons et tout. Alors parlant des accidentés, lorsque nous parlons de ces accidentés, nous faisons recours aux conducteurs. Aux conducteurs et qui aujourd'hui conduisent de la manière dont chacun de nous savons. Est-ce qu'il y a des formations qui sont prévues avec ces conducteurs-là? Est-ce que vous les rencontrez pour leur parler un peu plus du civisme, pour leur parler un peu plus de la concentration dans la conduite, pour éviter au maximum le nombre d'accidents par semaine, par mois et par an? Vous soyez un bon éducateur routier, vous n'allez jamais réussir cette mission. Tant que la corruption vit et survit, demeure toujours. Celui qui n'a pas de papier, qui n'a pas de permis, il n'a pas de pièces de voiture, il se donne 500 francs policier, il passe. Et s'il a l'habitude de faire ça, qu'est-ce qui se passe? Donc il s'est dit que il y a des gens, il y a des amis policiers, ou bien il n'a même pas de pièces, il prend un papillon. Le policier donne un papillon, monnaie quelque chose. Il se garde le papillon. Et au jour aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il fume la drogue, il fume le café noir, il conduit. C'est la vie des gens qui est en jeu. Le tombeau, on roule à tombeau ouvert. C'est Dieu qui possède les gens. Mais jusqu'à quand on va finir? L'État a mis en place des structures. C'est une police spéciale, la sécurité routière. C'est une police spéciale qui arrose, n'a même pas de véhicule, n'a même pas de local d'abord pour s'installer, n'a même pas de moyens. Mais comment vous voulez que cette police spéciale puisse travailler correctement? Donc il a parti aux ONG de trouver des mécanismes et puis appuyer ces structures. Mais j'ai approché l'OSER par exemple, pour qu'on signe une convention avec l'État. Ils ont fait le sur cabinet, c'est bloqué le cabinet. Donc le désordre enrichit d'autres personnes. Donc le désordre organisé enrichit d'autres personnes. Donc ils ne vont jamais vouloir que le désordre cesse. D'accord. Donc il faut quand même que le désordre cesse aussi. Pour pouvoir permettre quand même à la population de vivre. Justement, c'est pourquoi j'ai approché récemment le Conseil national de sécurité de la présidence de la République. Ils disent non, tout c'est trop. Parce que nous sommes des passages sur la terre, nous sommes tous mortels. Il faut qu'on laisse une génération. Et s'il n'y a pas de directeur, c'est ça difficile pour un État, il va survivre. Et le Conseil a compris. Et bientôt, on va lancer une vaste opération avec le Conseil national de sécurité. Pour que les structures de sécurité même et de santé travaillent comme il se doit. Mais il faut qu'on leur donne des moyens. En disant qu'on doit chercher des fonds envoyés pour aider les structures étatiques. Tant que les structures n'ont pas de moyens, mais ils vont se créer les moyens. Donc, le dilemme, c'est difficile parce que si l'État ne peut pas subventionner sa propre structure, les gens doivent s'autofinancer, mais c'est les victimes qui payent les pots cassés. Bon, nous parlons de prise en charge des accidentés ici même en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous pouvons savoir quels sont les différents types de prise en charge que nous avons? D'accidents de prise en charge. Bon. Les différents types de prise en charge. Bon. Parce que lorsque nous parlons de prise en charge, ça peut être... J'ai compris. La prise en charge, d'abord, quand il y a un accident, il y a un sinistre, on appelle la prise pré-hospitalière. D'accord. Donc il y a la prise en charge pré-hospitalière. Ça, c'est sur le de l'accident. S'il y a incendie, c'est sur le lieu. Ce qu'on évacue, il faut le soin en même temps. En même temps. D'accord. Maintenant, c'est hospitalier. Oui, la prise en charge hospitalière. Donc la personne est conduite. D'abord, pendant l'évacuation, il y a une prise en charge. C'est ça. Et la prise en charge, c'est la prise en charge hospitalière. C'est ça. Ok. Ça, c'est à l'hôpital. À l'hôpital. Encore, un gros problème se trouve à l'hôpital. C'est qu'on envoie les malades comme les accidentés aux urgences, il n'y a même pas de médicaments. On réveille le malade qui a fini de mourir, on dit appelle ton parent pour acheter les médicaments. Donne la liste de ton parent, on va l'appeler. Tu es traumatisé qui a fini de mourir.
Parce que l'État a obligation de résultat ou de rendement. Les médicaments, ça appartient à une structure qu'il faut gérer. Si on les prend, on donne à combien de temps? C'est impossible. Donc s'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de prise en charge. Donc il y a la prise en charge pharmaceutique, les accidentels qui existent. Encore, il y a les soins qu'il faut faire. Il faut les examens paracliniques. Il faut les appareils biomédicaux et les appareils médicaux. Vous faites les examens. S'il n'y en a pas, la prise en charge est difficile. Voici un peu les canaux de prise en charge d'une victime. Alors, parlant d'accident maintenant, est-ce que la prise en charge est spécifique seulement pour ceux-là qui, en tout cas ceux-là qui vivent des accidents de travail, ou bien c'est tout type d'accident? Oui, les accidents, il y a plusieurs types d'accidents. Il y a l'accident domestique. L'accident domestique, vous êtes à la maison, quand vous glissez, tombez. Et le courant qui est dans l'enfant, c'est pas de toucher. C'est un accident domestique. Il y a l'accident du travail. Le travail, ça peut pas forcément au bureau. Le planteur, le paysan qui est au champ, peut faire l'accident. Un bois peut tomber. Il peut glisser. Il peut être piqué par les serpents. Non. Il y a l'accident, la voie publique. Comprenez communément. Il y a l'accident qu'on appelle le naufrage, les bateaux. Il y a les crashs d'avion. Il y a plusieurs types d'accidents. C'est tout ce qu'on appelle l'accident. Ça a même prise en charge. Parce qu'il y a un point commun, c'est les lésions. C'est les blessures. Donc le protocole est identique. Seulement la gravité. Hein, qui fait la gravité de l'état, l'individu, qui fait la différence. Sinon, c'est la même lésion. Alors, lorsque nous prenons un crash, par exemple. Le crash d'avion, soit quelqu'un a le bras coupé, ou la tête à l'autre côté, véhicule et un accident aussi. Deux véhicules, c'est la même chose. Un bateau, c'est la même chose, sauf que la personne se noie et est étouffée. Hein? Donc, il faut des sauveteurs en mer. Et ceux qui font ça, on appelle des pompiers, des sapeurs-pompiers. D'abord, il y a les secouristes, il y a des secouristes, secouristes bénévoles, secouristes professionnels. Et les spécialistes, on appelle les sapeurs-pompiers. Et il y a 30 sapeurs-pompiers. Il y a les sapeurs-pompiers professionnels, sapeurs-pompiers volontaires, jeunes sapeurs-pompiers qui sont les mineurs, qui sont formés pour l'aider demain les adultes. Voilà. Ça veut dire que vous travaillez, vous, votre ONG, avec les sapeurs-pompiers, ou bien avec les différents types de sapeurs-pompiers? Si, en fait, l'histoire de ce programme ici, c'est quoi? Quand on parle de pompiers civils, c'est là que j'ai envoyé l'idée de pompiers civils. Parce qu'en 2009, il se trouvait que lorsque les pompiers à Abidjan étaient coupés en deux par la guerre, donc il y avait une inflation à Abidjan. Tout le monde fuyait, venait vers Abidjan. Ceux qui savaient préparer sur gaz sont préparés sur gaz. Ils n'avaient pas éteint la bouteille. Donc ça prend feu. Mais lorsqu'on fait les pompiers, il y a une inflation. Donc il y a assez de véhicules. Les pompiers ne peuvent pas survoler les véhicules pour venir éteindre le feu. Mais le feu n'attend pas. Le feu s'en va. Lorsque les pompiers arrivent en retard maintenant, tout a été ravagé. Donc la population lapidait les véhicules des pompiers, lapidait les pompiers. C'est là que je dis non, je suis passé à la télévision pour dire non, il faut qu'on arrête cela. Et j'ai organisé une journée nationale d'hommage aux pompiers du Côte d'Ivoire. J'ai invité les ambassades, toutes les ambassades du Côte d'Ivoire ici, en Côte d'Ivoire ici, pour apporter assistance aux pompiers. C'est ici. Les habitants m'ont dit non, si c'était les pompiers civils, on pouvait leur apporter assistance. Comme c'est les militaires, un jour en guerre, ce n'est pas possible. Par contre, l'idée des pompiers civils est venue. Il dit ah ok. Donc, l'intérêt général, la présidence, était aux pompiers. Son commandant là-bas pense souvent aux pompiers. Donc, ils sont battus comme peu pour pouvoir équiper les sapeurs-pompiers. Il dit non. On a utilisé la télévision, on a organisé une journée devant les pompiers. Et après cela, chaque matin, on passait les matins à la télévision pour parler des problèmes des pompiers. Maintenant, ceux qui sont sensibles, les organisations sont sensibles, on nous donnait quelques véhicules, on nous aidait, on nous appuyait. Mais bien, j'ai demandé, après la guerre, j'ai demandé au service de l'État d'organiser les jeunes. Parce que tout a été manipulé, de tous les bords possibles. Ils n'ont plus la drogue, ils n'ont plus les armes, ils sont prêts à tuer les gens. Mais après la guerre, il faut les recadrer. Il faut une resocialisation. Qu'on fait, il faut les orienter vers, comme ils ont fait, ils ont pris les armes, ils ont eu une formation militaire, donc ils
ils peuvent faire du secourisme et des pompiers civils. Je n'ai pas été écouté. Je n'ai pas été écouté. Mais je n'ai pas baissé les bras. C'est récemment, lorsqu'il y a un financement de l'ONU, de l'Union européenne, que se forme là, un peu pour essayer de prendre les jeunes là, de les mettre là-bas. Mais ce n'est pas de la norme, mais quand même, c'est un peu, ça se développe. Moi, c'est ma politique. Que l'État mette en place essayer de pompiers civils. Parce que si l'État ne met pas en place ce service, il n'y a pas de loi. S'il n'y a pas de loi, je ne vais pas travailler. Oh, ils travaillent à peine de loi. Maintenant, aujourd'hui, les pompiers civils travaillent. Ils ont commencé à installer les pompiers, les casernes. J'avais l'idée, certes, mais je connais le mécanisme. Comment ça se passe? Par quoi il faut commencer? Mais, politiquement, l'État a pris une décision politique pour lancer ce programme. Il essaie d'avancer quand même. Il essaie d'avancer. C'est pas aussi facile. Mais il faut mettre ça en place. Il faut que le pompier civil existe aujourd'hui. Donc, les jeunes, en fait, c'est comme l'armée. Dans l'armée, il y a les mécaniciens, il y a les tailleurs, il y a coiffeurs, il y a cuisiniers, il y a chauffeurs, il y a les militaires de rang, il y a tout. Donc les pompiers, c'est la même chose. Donc il y a assez d'emplois à la jeunesse là-bas. Et en France, par exemple, les sapeurs-pompiers volontaires, par exemple, ils font d'autres activités. Bon, lorsqu'il y a un événement, ils vont prêter secours. Mais l'activité, c'est quoi en Côte d'Ivoire? On parle aussi en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que à l'ère coloniale, on parlait de protection civile. Le général de Gaulle disait la France à cette époque. Le général Pompidou était le premier ministre. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, pour développer la France, le général de Gaulle et le général Pompidou ont décidé de créer des associations de protection civile dans tous les départements de la France. Pour apporter secours. Et l'idée est restée. Au temps colonial ici, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, l'expression protection civile est restée. Or, quand on parle de protection civile, on parle des associations. C'est ça. Ils ont fait ça à la colonie. La colonie était gérée comme des associations avant. La colonie française en Afrique, c'est des associations. Donc, on nous a étiquetés ici par la protection civile. Or, aujourd'hui, en France, c'est la sécurité civile et gestion des crises. Et on reste toujours avec protection civile. Donc, il faut changer cette donne. Il faut une réforme de cette donne. Et encore, que se passe-t-il? Ça, c'est un organe de régulation des secours. Mais dans les collectivités, quand il y a une accident dans la collectivité, c'est le préfet ou le maire qui déclenche le plan de secours. Mais le maire n'est pas au courant s'il y a un accident quelque part. Il ne sait pas s'il y a quelqu'un quelque part. Il faut alors réformer les choses. Donc, il faut mettre en place un établissement public pour gérer le secours, pour gérer les pompiers sur le terrain. En France, c'est ce qu'on appelle SDIS, Service départemental d'incendie de secours. En Suisse, c'est la même chose. En Suisse, ça s'appelle Service de défense incendie de secours. Belgique aussi, on dit Service incendie secours. Vous voyez? Donc, il y a tout les services régionaux d'incendie. Et Luxembourg, on a Service incendie de secours. Vous voyez? Mais c'est le nom que l'État a créé dans chaque collectivité pour organiser le secours. Il va falloir que l'État également triche sur ces pour pouvoir mettre en place ces types de secours pour permettre à la population quand même de bénéficier des prises en charge. Le problème c'est quoi? Le secours par exemple, la vérité c'est la presse. Il y a un budget qui est là, que l'État a mis en place. Mais si c'est lui qui doit diriger cette structure de l'État, avec ce gros budget qui est là, et que les experts que l'État a formés ne sont pas employés à temps, se font à quoi? C'est des voyages. Il faut des voyages. Une mission, c'est une mission. Oui. Mais la population en souffre. Il n'y a pas de structure en place. Et lorsqu'un expert veut mettre en place la structure, donc c'est comme un structure budgétivore. C'est ça qualifié. Or, il faut ça nécessairement pour aider l'État à avancer. Donc les gens ne voulons pas qu'on mette en place une structure parce que ça va créer des dépenses. Et on vit comme ça, on laisse les choses comme ça. Il va falloir que les gens quand même prennent leurs responsabilités afin de réduire au maximum, ces dérapages, ces bévues que nous constatons tous les jours. L'appui de la société civile dans la prise en charge des accidentés en Côte d'Ivoire, c'est ce thème que nous débattons aujourd'hui avec M. Man Michel, président de la FED ONG. Et nous sommes presque à la fin de cet entretien, de cette émission de Parlons Emploi de ce jour, de ce jeudi. Mais
avant de terminer cette émission, c'est notre rubrique Clair Obscur et nous revenons juste après cet espace publicitaire. Après la conférence du samedi 14 avril 2018 portant sur le thème « Ces facteurs qui font obstacle à notre réussite », Dr Brou, médecin psychiatre, vous convie à un autre rendez-vous sur le thème « Comment construire la confiance en soi par la lecture ». Conférencier, M. Diomandé Melama, écrivain et auteur du livre « Un livre dans la voiture », date samedi 19 mai 2018 de 9h00 à 12h, lieu Riviera 3, 9 kg, groupe Connect International English School, situé entre la pharmacie Sainte-Agathe et la clinique Panthéon. Participation 5 000 francs pour les travailleurs et 2 000 francs pour les étudiants. Pour d'autres informations et inscriptions, contactez directement Dr Brou au 07 69 55 89. Email drbrou2000@yahoo.fr. Facebook Dr Brou médico-psychologie. Avoir la confiance en soi, c'est emprunter le chemin de la réussite. C'est la FUA TV, le numéro 1 de l'employabilité. En Afrique, nous sommes de retour sur notre plateau. Nous sommes avec M. Michel, président de la FED ONG. Et avec lui, nous sommes en train de parler de l'appui de la société civile des accidentés, de la prise en charge des accidentés en Côte d'Ivoire. Nous sommes à la rubrique Clair Obscur. Il va s'agir juste que notre invité tire quelques papiers, nous le remettre pour pouvoir répondre aux questions que l'invité même a tirées. Alors, le premier tirage, vous êtes prêts? Merci. Alors vous allez regarder dans votre caméra pour répondre à vos questions. Il n'y a pas de problème. Alors, premier tirage. Merci beaucoup. Alors, le premier tirage, la première question tirée par Monsieur Michel dit ceci. Quel est votre projet à court terme? Mon projet à court terme ici, c'est de me rendre à l'étranger pour chercher des financements et envoyer pour pouvoir soutenir le programme d'assistance aux accidentés et créer l'emploi aux jeunes ivoiriens. Ah d'accord. Très bon projet, hein, très grand projet. Et que Dieu vous exauce que Dieu vous exauce. Amen. Dans cette prière et dans ce projet. Alors, la deuxième question tirée par M. Michel dit ceci. Dites le nom d'un être que vous aimez le plus. Jésus-Christ de Nazareth. Monsieur. Monsieur. D'accord. Sans commentaire. Troisième question. Merci beaucoup. La troisième question tirée par monsieur notre invité du jour dit ceci. Quel est le plus grand regret de votre vie? L'incompréhension des hommes, la méchanceté des hommes, l'égoïsme, l'égocentrisme et voir les gens mourir sans assistance. Ça en fait mal au cœur. C'est ça. Parce qu'on n'a pas connu Jésus-Christ. Parce que moi-même, je suis né handicapé physique, je ne marchais pas. Au nom de Jésus, je marche. Donc, je veux que tout le monde bénéficie de cette grâce. Amen. D'accord. Alors, le dernier tirage. Le dernier. Merci beaucoup. Alors, le dernier tirage, c'est-à-dire la dernière question tirée par notre invité du jour. Dites une bêtise. Ouais, c'est vraiment difficile de dire une bêtise. Ouais. Il faut que le monde change. Le monde est méchant. Le monde est criminel. Vous voyez, les terroristes, par exemple. C'est une bêtise? C'est une bêtise? C'est une bêtise. D'accord. Tuer les êtres humains Okay. pour des idéologies. Non, mais c'est comme si vous n'avez pas compris la question. Hein. Vous-même dites une bêtise. Ah, elle dit une bêtise. Ouais. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle bêtise. L'homme est bête. D'accord. L'homme est bête parce que l'homme détruit sa forêt, détruit son environnement, détruit son être, détruit son prochain. L'homme est bête. Ok, l'homme est bête. J'espère que vous avez compris beaucoup de choses. Hein. L'homme est bête, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est monsieur Michel qui le dit. Alors, monsieur Michel, l'appui de la société civile dans la prise en charge des accidentés en Côte d'Ivoire, c'est de ça il est question ce soir. Et puis vous avez beaucoup de choses encore et encore à dire, mais nous sommes pris par le temps et nous allons vous demander de dire votre mot de fin pour pouvoir exhorter d'abord les dirigeants et les jeunes par rapport à leur rôle dans le développement économique de notre chère nation, la Côte d'Ivoire. Mon mot de fin, c'est une prière. D'accord.
pour que Dieu fasse grandir votre structure. Merci. Amen. Sincèrement parlant, parce que j'ai jamais pensé qu'une telle structure existait pour pouvoir aider les jeunes. S'il y a un manque d'information, on ne peut pas se développer. La première force de l'être humain, c'est l'information. Donc ça, c'est ma première prière. Ma deuxième prière, c'est les premiers fonds que je vais envoyer en Côte d'Ivoire, d'aider les églises et les organes de presse. C'est ça. En son temps, nous nous oublions pas. Non, je suis venu ici, effectivement, 6 ans par an, devant Dieu, je le dis. Il fait cette promesse. Mais les premiers fonds, je vais les chercher, aider les églises, aider les organes de presse. C'est ça. Sans information, parce que le développement d'une nation se repose sur, il faut d'abord la reconversion de la mentalité du peuple. Pour qu'il y ait une reconversion de la mentalité du peuple, il faut qu'il y ait information. Information, éducation. Vous voyez, si je ne suis pas informé, c'est difficile. Donc, votre chaîne est allouée. C'est à encourager. Merci. Merci. Mais je vois la difficulté que vous avez. Je vois la peine que vous avez. Je vois l'ardeur que vous avez. Je vois la force que vous avez. Je vois l'enthousiasme que vous avez, le dynamisme que vous avez. Mais il faut appuyer cela. Non, c'est seulement par là. Moi, c'est mon mot de fin, finalement. Parce qu'il faut aider toutes les structures qui peuvent aider les populations à se prendre en charge. Parce que nous sommes de passage sur la terre. Tôt ou tard, nous allons mourir. Laissons quelque chose à la génération future. Merci. Laissons quelque chose à la génération future. Les jeunes doivent prendre leur destin en main et pour pouvoir avancer. Regardez droit dans une même direction et évoluer. Ne pas s'accrocher seulement à leur diplôme et rester à la maison pour dire qu'ils sont chômeurs, mais il faut qu'ils réfléchissent et qu'ils développent leur mental, qu'ils développent les qualités qu'ils ont pour pouvoir avancer. Kofi Jean était derrière la caméra. Kouadio Jonathan également était avec nous, Constant Lissabé, c'est moi, et nous avons reçu M. Michel, président de la FED ONG. Et avec lui, nous avons parlé de l'appui de la société civile dans la prise en charge des accidentés en Côte d'Ivoire. C'est tout pour ce numéro de Parlons Emploi de ce jeudi. Merci à tous, merci à toutes et que Dieu vous garde.